Je me présente donc Philippe Desrobert, je suis responsable de la mission hydrogène renouvelable à Bretagne Développement Innovation. On est très heureux de vous avoir en ligne. Donc, je vous remercie déjà beaucoup d'avoir pris de votre temps pour cette heure d'échange, je pense, assez intéressant, vous le verrez, sur l'hydrogène. La réunion va être animée par Xavier de Bontride, qui est journaliste. Et on a la chance d'avoir trois responsables d'entreprise qui vous seront présentés après, qui illustrent bien la dynamique et l'innovation qu'on a sur les territoires sur l'hydrogène aujourd'hui en Bretagne. Donc, je fais très vite. Donc, BDI est l'agence de développement et d'innovation de la région Bretagne. La région Bretagne nous confie 6 grands projets structurants et nous confie donc la tâche d'animer et de structurer ces différentes filières qui sont souvent d'ailleurs des croisements de filières. Là, donc, nous d'hydrogène. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler l'ambition régionale de la région Bretagne avec une feuille de route qui a été évoquée en juillet 2020, donc une petite année, une grosse année maintenant, avec 3 grands axes: développer des boucles énergétiques, qu'elles soient terrestres ou maritimes et portuaires, donc avec de la production d'hydrogène renouvelable, de la distribution avec des stations qui peuvent être donc des stations boracées, et ensuite toute une série d'usages, donc ceux de la mobilité ou du bâtiment, on le verra aujourd'hui. Ensuite, la région s'est fixée comme objectif d'être vraiment à la pointe de l'innovation, donc de soutenir des démonstrateurs, de soutenir des premiers de série, et notamment un ou plusieurs vont vous être présentés ce matin. Et la particularité de la région Bretagne, pour le coup, où nous souhaitons jouer dans la cour des grands, c'est un grand plan structurant d'investissement collectif, notamment sur la conversion des flottes régionales, puisque la région Bretagne possède 17 bateaux, avec des objectifs assez ambitieux de conversion d'ici 2030. Et donc, nous voulons être une région leader en France et en Europe de la construction de bateaux à hydrogène, notamment technique pile à combustible, sachant qu'il y en a déjà 3 qui naviguent, 2 plus 1, c'est là à l'automne, qui naviguent déjà basés en Bretagne. Pour cela, régulièrement, nous faisons des enquêtes. On a fait une deuxième enquête au mois de mai qui a révélé quelques chiffres assez intéressants avec des retours assez qualitatifs. Notre écosystème a à peu près plus de 150 répondants, dont des collectivités, beaucoup d'entreprises, des organismes de formation, plein de structures d'accompagnement, des organismes de recherche. On les a vraiment audités sur l'ensemble de la chaîne de valeur, où est-ce qu'ils souhaitaient se positionner, et également leur appétence à l'international et s'ils avaient des besoins de monter en compétence de leurs salariés et des besoins de recrutement. Et on a eu plus de 40 à 50 entreprises qui ont émis ces besoins-là. Et on peut les quantifier entre du bac plus 2, 3, 4, 5, voire 6, voire même 7. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir finement une carte de l'écosystème. Nous vous recommandons d'aller sur notre site internet Bretagne Développement Innovation sur le focus hydrogène renouvelable, puisque nous avons développé au sein de BDI, dans l'ensemble de nos filières, des cartos dynamiques des compétences, avec toute une série de filtres qui permet d'affiner très finement les compétences, de les mettre en valeur et de les rechercher, voire même d'accéder, de faciliter des mises en relation. Donc, on a des outils très performants. Pour votre information, cet outil a été lancé le 1er juillet. Rien que sur le mois de juillet, alors qu'on était déjà un petit peu en vacances, on a eu 25% d'enrichissement automatique de la carte en ligne avec des demandes de modification de fiches ou d'ajout de nouvelles fiches. Et on va faire exactement pareil avec la carte des projets, parce que celle-là, elle est globalement illisible. Vous avez 17 projets avec plein de pictos dans tous les sens. On va passer à 25 projets là dans quelques semaines, dans 2 ou 3 semaines, puisque ça demande un développement informatique. Et nous allons numériser ça en lien avec nos bases de données de telle façon de pouvoir filtrer, rechercher les projets hydrogène en fonction de leurs différents degrés de maturité en Bretagne, et par domaine d'application, par date de mise en service, par partenaire, par, on va dire, usage remarquable de l'hydrogène notamment, offre industrielle et équipement. Voilà, on a un outil qui va vous être présenté, qui va être développé très rapidement, dont vous avez une petite idée de la richesse rien qu'avec cette carte qui, je le concède, est totalement illisible à l'écran, je pense. Je tiens au passage à dire donc que les supports vous seront envoyés, évidemment, et beaucoup de choses sur le site internet. Et je pense avoir terminé. Je vais passer la main à Xavier de Bontride, qui est journaliste et qui nous fait le grand plaisir d'animer
C'est lui qui a préparé avec nos intervenants donc la matinée. Xavier, tu es face à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et tous derrière l'écran. J'ai vu certains noms que je connais et je suis heureux de vous retrouver. On va parler effectivement d'énergie renouvelable, d'hydrogène renouvelable ce matin de manière très concrète avec 3 entreprises bretonnes qui vont venir nous expliquer où elles en sont dans ce processus à travers des démonstrateurs, des expérimentations industrielles de plus ou moins grande échelle. Le principe, c'est que vous puissiez évidemment vous leur poser toutes les questions que je n'aurais pas eu le temps de poser directement. Par le biais du chat, vous avez la possibilité d'inscrire vos questions, d'indiquer évidemment à qui les questions s'adressent. Pour la simplicité et la commodité de nos échanges, on va essayer de prendre une série de questions après chacun des 3 intervenants pour que ça soit vraiment centré sur l'exemple qui sera partagé. Et puis bien sûr, si à la fin de notre session, vers midi moins 10, on a encore quelques minutes devant nous, on pourra reprendre des questions peut-être plus générales qui pourront s'adresser à nos 3 intervenants. Alors, trois projets, effectivement, 3 entreprises vont se présenter à nous. Ils sont d'ailleurs derrière moi et je salue leurs représentants. On va commencer dans quelques instants avec l'entreprise H2X Écosystème. C'est dans ce sens-là que son nom est maintenant connu et c'est Loïc Perrin qui est le directeur scientifique et écosystème d'H2X qui va être à nos côtés pour nous parler de toutes ces réalisations dont certaines sont déjà bien connues. Si je vous parle de Redon et de tout le dispositif de mobilité et de production d'hydrogène renouvelable sur le pays de Redon, ça doit parler à la plupart d'entre vous. On va faire le point dans quelques instants. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'accueillir à ce micro Laurent Meyer, cofondateur et directeur général délégué de Entech. Entech, une entreprise du Finistère à Quimper, qui elle aussi est dans l'actualité. Vous avez vu qu'il y a un gros projet de levée de fonds, on en saura plus officiellement demain. Et on pourra quand même poser à Laurent quelques questions, je pense, sur ce sujet et dans quelques instants. Et puis pour terminer, on ira toujours dans le Finistère du côté de H de Grême pour parler avec Alain Rocheux, son président, de toute une démonstration là aussi passionnante de production multisectorielle, multi-usage d'énergie. Et l'hydrogène, vous allez voir, pourra trouver aussi sa place dans ce dispositif. Voilà le programme. Et vous voyez, il est très riche. On va essayer de consacrer 10 minutes, 15 minutes par intervenant. Je vais tout de suite inviter Loïc Perrin à prendre place derrière ce micro. On va vous donner un micro dûment désinfecté. Vous pouvez enlever votre masque pour pouvoir nous parler. Alors, on va vous voir du coup en plein pot. Voilà, on vous voit derrière l'écran. Bonjour à vous, Loïc. Merci de nous avoir rejoints. Je le disais très rapidement en vous présentant, quand on parle de votre entreprise, c'est vrai qu'on a tendance à penser à Redon, parce que c'est un petit peu là que beaucoup de choses ont commencé. Oui, tout à fait. Le cas d'école d'H2X Écosystème a commencé à Redon en 2018, avec notamment une étude de territoire pour dimensionner un écosystème hydrogène, enfin à base d'hydrogène renouvelable. Et l'originalité de ce projet-là, c'était que nous sommes partis des problématiques de ce territoire de Redon pour pouvoir proposer un écosystème L-dimensionné à partir des ressources locales et de leurs besoins. Alors, il y a beaucoup de mots un peu à la mode en ce moment, les écosystèmes, les besoins des territoires. Concrètement, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce territoire de Redon, au regard d'une problématique H2 renouvelable? Alors, l'originalité, c'est que Redon est situé sur un territoire peu dense. Et étant peu dense, il a des problématiques bien spécifiques, alors, notamment sur la mobilité des personnes âgées, par exemple. C'est ce qu'a montré l'étude initialement. Et que le besoin même de personnes en précarité dans la recherche d'emploi avait besoin de se déplacer. Et à Redon et de manière générale dans les territoires peu denses, le réseau de transport n'est pas forcément développé. L'idée était de proposer un service de mobilité à base d'hydrogène renouvelable pour justement résoudre ces problématiques-là. Alors là, on était au début de l'aventure, il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité. Oui, tout à fait. La réalité, c'est que maintenant, l'idée, c'est que l'écosystème doit vivre par lui-même. H2X est là en tant qu'équipementier industriel pour proposer ces solutions. Et l'écosystème en tant que tel est géré par la société de projet qui s'appelle Move, du coup.
Donc, c'est une société à capital. Il y a les 3 SEM dedans, de 35, 44 et puis 56. Move, c'est MH2OV. Ouais, c'est ça. C'est ça. E. Il y a un Et E. il y a un E. Et il y a un E. La spécialité industrielle, justement, qui est celle de votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous la décrire pour qu'on comprenne bien la notion de production, de stockage? Alors, dans cette logique d'écosystème, pour pouvoir construire un écosystème à base d'hydrogène renouvelable, il faut pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et dans ce cadre-là, H2X Écosystème a une stratégie de se positionner sur quasiment l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc, on va de la production d'hydrogène renouvelable jusqu'aux usages. Donc, un générateur électrique au départ? Un électrolyseur. Un électrolyseur pour commencer. Un électrolyseur PEM pour commencer, d'une puissance d'1 mégawatt. Puis la distribution avec soit des stations off-grid de petite capacité pour de la mobilité légère, type vélo, trottinette électrique, par exemple, pour pouvoir alimenter aussi un groupe électrohydrogène, le G350, qui a fait la 350 kW, c'est ça? 350 kW, oui, tout à fait. C'est un générateur qui aurait la capacité, si on le met à l'échelle d'une agglomération, d'alimenter 100 habitations à peu près. 100 habitations avec plusieurs habitants à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Un petit collectif de Et ce projet-là est soutenu notamment par le FEDER et la région Bretagne. Et voilà. Et aujourd'hui, alors c'est un démonstrateur. Quand est-ce qu'on va passer à l'échelle industrielle? Le démonstrateur sera finalisé à la fin de cette année et sera testé en conditions réelles lors du rallye Aïcha des Gazelles, donc en mars 2022. Donc là, on va lui faire subir tout un tas de batteries de test. Il a été présenté d'ailleurs il y a quelques jours officiellement. Oui, en partenariat avec Enedis, qui va lui aussi le tester sur ses chantiers pour décarboner les chantiers d'Enedis. Est-ce qu'on peut quelques chiffres sur H2X Écosystème? Aujourd'hui, vous êtes une vingtaine de collaborateurs et de collaboratrices? C'est ça, on est un peu 20. On est une équipe pluridisciplinaire. On n'a pas un profil identique chez H2X. On est complémentaires. Il y a plusieurs sites aussi. Et il y a 3 sites actuellement, pour le moment. Il y a le site à Redon, où est le siège d'H2X. Il y a la Halle technologique qui est au Fou, au sud de Brest. Et les bureaux sont en train d'être construits au niveau de Bru. Alors, une vingtaine de collaborateurs, un chiffre d'affaires qui n'est pas volontairement rendu public à ce stade. Tout à fait. Je vais beau vous demander, vous n'allez pas me donner le montant. Non. Pour des raisons de confidentialité et de concurrence sur un secteur très observé. Très observé. Et après, la position qu'on a à H2X de ne pas se focaliser que sur un seul maillon de la chaîne de valeur fait que actuellement, on n'a pas vraiment en tant que tel des concurrents sur notre notion d'écosystème. Mais pas exactement sur l'ensemble de vos La notion d'écosystème que nous portons est quand même très particulière et très singulière au sein du monde de l'hydrogène. Quelles sont les prochaines étapes? Parce que Redon, c'est bien, mais vous le disiez vous-même, c'est quand même un territoire relativement peu dense, pas beaucoup peuplé, avec peut-être pas aussi d'énormes débouchés pour cette énergie. On peut passer à l'échelle supérieure? Alors, sur Redon, la production quand même va être si conséquente pour une agglomération comme ça. Et le projet de Redon a séduit d'autres PCI, en fait, et du coup, qui se sont regroupés en Bretagne et en Pays de Loire. Cette association-là s'appelle l'Association intermétropolitaine Loire-Bretagne, l'AILB. Et là, les travaux se portent sur l'extension et la duplication de l'écosystème redonné sur ces 13 EPCI, et ça représente 500 000 habitants. Et là, on est sur une échelle de temps de quelques années de déploiement, évidemment. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais c'est dans les années qui viennent, dans la décennie dans laquelle nous sommes? Oh non, avant. Oh oui, avant. Donc, rendez-vous est pris 2025-2026, on a des choses à… Oh, largement. Et ça, c'est pour la partie ancrage territorial fort, attachement à l'Ouest et à la Bretagne. Des projets plus internationaux, il y en a également dans vos cartons? Oui, il y a la société, on a une antenne qui a été créée au Québec, H2Glass Canada, pour développer aussi nos projets
Notamment au Québec, on en a dans les cartons. Avec des partenaires industriels, là également Avec des partenaires académiques industriels, académiques et puis territoriaux. Toujours sur la même logique des écosystèmes que nous, on prône, emmener tous les acteurs d'un territoire sur un projet unique. On n'a pas parlé encore depuis le début de ce webinaire du plan national à 7 milliards d'euros qui avait pas mal défrayé la chronique en début d'année en annonçant la volonté du gouvernement français de consacrer des moyens financiers très importants à la filière de l'hydrogène renouvelable. Est-ce que c'est évidemment quelque chose que vous regardez de près et dans lequel vous pourriez vous inscrire pour développer vos activités ? On regarde forcément de près les annonces de France Hydrogène et puis de l'État français. Ça, il n'y a pas de souci. C'est quand même une avancée majeure pour l'hydrogène. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 ans, le budget, c'était 100 millions d'euros. Donc là, on est quand même sur plus de 7 milliards. Ce n'est pas rien, le développement en termes de soutien public. Merci beaucoup, Loïc Perrin, pour ces explications. Je me tourne vers nos confrères et consoeurs qui sont derrière leurs écrans. Évidemment, si vous avez des questions sur H2X Écosystème qui prolongeraient et permettraient d'approfondir la connaissance de l'entreprise, n'hésitez pas à les formuler via le chat. Je vais pouvoir les consulter. Évidemment, si vous en avez, on les prend en direct. Voilà, on me fait signe que pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais je compte sur vous pour interagir également. Est-ce qu'il y a encore un dernier point que justement vous souhaiteriez porter à la connaissance des journalistes qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut aller vous rencontrer, faire des reportages sur le site de Redon ou suivre plus particulièrement certains développements? La difficulté de ce sujet, c'est que parfois, ce n'est pas très visible, c'est pas très visuel. On a du mal à appréhender la réalité de ce dont on parle. Oui, tout à fait. Alors, sur Redon en tant que tel, on a notre siège et notre atelier de production pour produire nos propres piles à combustible. Au niveau du fou, il y a tout ce qui concerne le buggy électrique qui va concourir aussi au rallye Aïcha des Gazailles, enfin électrique et hydrogène, et qui vient en complément du groupe électro-hydrogène. D'accord. Donc lui, le buggy, vous allez en faire plusieurs, il y aura... Là, c'est une version prototype pour faire de la compétition. Et derrière, il y a d'autres projets qui sont un peu plus confidentiels, mais qui partiront de cette structure de buggy. Avec une logique de faire un petit véhicule léger pour des déplacements urbains. Pour tout autre usage. Après, on vous sent prudent, hein, Loïc. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi d'autres projets sur la logistique urbaine et notamment le dernier kilomètre. Le fameux dernier kilomètre. Hein. Exactement. Et là, on travaille avec des partenaires à Nantes, City Progress et notamment Atlantique Boisson pour développer des engins décarbonés pour transporter et rentrer dans les centres-villes parce qu'on va arriver dans une période où… Ça va être de plus en plus compliqué, tout à fait. D'être polluant dans ces environnements urbains. Exactement. Et donc, ça sera aussi à suivre pour aller un peu plus loin. Je me tourne vers le chat. On me dit qu'il n'y a pas pour l'instant de questions. Alors, il y a deux options. Hein. Soit Loïc a été particulièrement clair, a répondu à toutes les interrogations que vous vous posez, ou alors vous allez préférer aller directement sur place. Et je vous comprends parce qu'on fait tous un peu ça pour en savoir un peu plus et ne pas partager les infos. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc Perrin. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique et écosystème, c'est bien comme ça qu'on dit, hein, de H2X Écosystème avec un S. Merci beaucoup. On va poursuivre cette présentation avec un deuxième acteur qui lui aussi est dans l'actualité. Je vais demander à Laurent Meyer de bien vouloir prendre place derrière la petite caméra. Voilà, on essuie le micro, on désinfecte les choses. Avec des gestes barrières, vous l'aurez remarqué, et des distances qui sont bien respectées. C'est important de le souligner. Laurent Meyer, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le directeur général délégué de Entech. Alors, Entech, c'est une entreprise qui est aussi très active dans le domaine des énergies renouvelables et un petit peu toutes les énergies vous intéressent. C'est ça la caractéristique de votre entreprise, une entreprise qui a été fondée en 2016, donc déjà 5 ans, et je le disais, qui est dans l'actu parce que vous êtes en train de finaliser une levée de fonds importante. On s'en saura davantage sur le résultat des courses demain.
Oui, c'est ça. Du coup, je ne pourrais pas être très spécifique aujourd'hui sur ce sujet, mais effectivement, on a lancé notre production en bourse le 14 septembre, avec une période de placement qui se finit ce soir pour les particuliers et demain midi pour les institutionnels. Et donc, communiqué de presse après bourse pour les résultats. Voilà, demain Et vous êtes soir, sur il y le aura plus compartiment d'informations. de Euronext Bourse, c'est ça? Tout à fait. Oui. Voilà. Avec une initiative comme celle-ci traduit évidemment un fort développement industriel en innovation, en besoin. On va peut-être quand même donner quelques chiffres sur votre entreprise. Vous êtes avec près de 17 millions d'euros qui sera réalisé en chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice en cours qui va s'achever en mars prochain, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Donc, sur l'ensemble de nos activités, qui sont, comme vous l'avez dit, sur la production d'énergie renouvelable et le stockage d'énergie renouvelable, comme vous l'avez souligné, quelles que soient les technologies de stockage. Donc, on est aussi bien donc on est agnostique à la technologie, aussi bien côté production que côté stockage. Donc, on est agnostique en technologie, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on s'intéresse à tout et tout à fait. sans excès particulier. Voilà, convaincu qu'on est au tout début de l'histoire, la transition énergétique. Donc, il y a encore beaucoup d'innovations sur les composants, sur les étapes d'industrialisation. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir un panel de technologies à pouvoir proposer pour répondre le mieux possible aux contraintes techniques et économiques des projets. Donc, ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, l'actualité, l'autre actualité d'Entech, c'est un projet qui fait le lien d'ailleurs avec celui qui vient d'être présenté à l'instant. On parlait de ce fameux rallye à Isha des Gazelles et de ce véhicule. Vous êtes embarqué dans l'aventure, je crois, pour une partie des composants. Oui, donc on est très heureux de pouvoir donc, avancer aux côtés d'H2X pour la partie qui nous concerne, la partie conception, construction des ensembles de conversion. On est d'origine, alors c'est très technique, mais notre spécialité, c'est la conversion de l'énergie, c'est le logiciel de pilotage et la système, voire à partir de tout ce potentiel des renouvelables, faire des solutions stabilisées d'approvisionnement d'énergie. Donc, on est très heureux d'avancer sur justement notre compétence gestion de réseau électrique et donc de pouvoir, en lien avec H2X, co-construire des ensembles finis, des ensembles complets. Donc H2X ayant donc la spécialisation sur vraiment le parti hydrogène qui a développé une grosse compétence sur la partie hydrogène. Et puis nous, qui nous y associé notre couche conversion, pilotage et intégration de système sur notre site de production à Quimper, donc qui nous permet de co-construire des solutions clés en main. Alors, cette notion d'écosystème, effectivement, vous la partagez aussi avec Loïc Perrin. Vous êtes non seulement un peu proche géographiquement, mais aussi avec la même conviction que vos solutions s'adressent à des acteurs résidentiels ou tertiaires industriels qui peuvent demain utiliser vos solutions, et notamment la dimension logicielle que vous avez soulignée, qui est une brique très importante d'Entech pour faire en sorte que l'énergie soit produite, utilisée, réutilisé aussi dans les réseaux. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce point-là? Alors, c'est vrai qu'on parle là de manière un peu technique et scientifique. Je sais que moi, mes prérequis sont peut-être un peu légers pour vous suivre, mais on va faire œuvre de pédagogie ensemble. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça fonctionne? Ce qui est formidable, c'est qu'il y a la chute du coût des renouvelables qui permet justement, qui accélère beaucoup de choses. Pour pouvoir intégrer ces renouvelables-là, ça demande de nouveaux défis. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de stockage, et en particulier le stockage d'hydrogène. Nous, notre vision, c'est effectivement le côté agnostique à la technologie, c'est aussi parce que ces technologies sont complémentaires. Donc, de pouvoir associer tout type de production d'énergie et de pouvoir les lisser, d'intégrer. Alors, le logiciel est cœur parce que le logiciel est vraiment clé parce que la mutation des systèmes électriques qui est en cours, qui est amorcée, mais qui est vraiment au but de son histoire, elle est beaucoup plus complexe à gérer, cette équation, qu'un système centralisé qui descend vers le bas et qui est simple à gérer. Donc, intégrer tous ces paramètres qui vont bien sûr de la consommation, mais on a déjà un bel historique de l'évolution de la consommation, de nouveaux usages avec la mobilité électrique, mais c'est tous les paramètres liés à la production d'énergie, liés au vieillissement des systèmes. Là, on est sur des systèmes actifs qui ont des durées de vie qui sont difficiles à gérer, mais qui sont en même temps dimensionnantes pour l'économie des projets et du coup l'économie de l'énergie qui sera finalement délivrée. Donc, effectivement, la bonne gestion, alors bien sûr,
la compétence stockage, expertise stockage, énergie sont au cœur, mais aussi pouvoir maîtriser tous ces paramètres de la météo à la consommation, à la mobilité, sont vraiment déterminants. Ouais. Parlez-nous un peu du bâtiment que vous avez réalisé à Quimper, qui est votre siège et qui est plus qu'un siège d'une certaine manière. C'est à la fois un lieu de bureau, mais aussi de production, d'expérimentation, et c'est presque un démonstrateur. Ça s'appelle eFactory. Voilà, c'est la eFactory. Effectivement, on est très heureux d'avoir déjà emménagé donc, dans cette eFactory, qui est notre siège, site de R&D et site de production basé à Quimper. Donc, c'est un bâtiment de 4200 m² qu'on a voulu à notre image pour différentes raisons. C'est donc bien sûr. Quoi, concrètement, il a des singularités par rapport à un bâtiment traditionnel? Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment appliqué ce qui correspond à nos valeurs. On ne se contente pas de développer des solutions qui vont permettre de décarboner l'économie, mais on veut aussi que notre valeur ajoutée ait un impact environnemental qui soit limité. Donc un bâtiment bas carbone, voire zéro émission. Voilà, alors les notions, je vais être spécifique pour histoire de ne pas rentrer dans des… Donc, on est déjà, la première chose à faire pour nous, c'est la sobriété. Donc, on est déjà dans la sobriété énergétique. C'est le plus gros bâtiment Passive House premium d'Europe. Donc, c'est 4200 m², aussi bien côté bureau que côté atelier de production, qui est passif. Donc, ça, c'était déjà la première chose à faire. En plus, le confort de travail qui nous permet aussi de mieux recruter, de mieux attirer les talents. Et puis ensuite, il y a de la production d'énergie renouvelable. Donc, on a une installation solaire de 400 kW dessus, qui sert à la fois pour notre propre consommation, mais aussi qui sert à alimenter les voisins en énergie solaire. Donc, et des voisins qui sont parfois des voisins importants. Hein. Il y a Armorlux voilà. Qui n'est pas loin, je crois. Alors, on a Armorlux qui n'est pas loin. Donc, bien sûr, ils seront dans les premiers qu'on les voir pour cette partie consommation d'énergie solaire. Donc, c'est dans le cadre de l'autoconsommation collective, qui est un nouveau modèle économique. Qui est permis d'ailleurs par la réglementation qui a récemment évolué, je crois, dans ce domaine. Les verrous se lèvent les uns après les autres. Et donc, voilà, c'est un nouveau dispositif. Et donc, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, il y a ce volet production, il y a le volet stockage d'énergie pour pouvoir maîtriser. Pour nous, la réponse n'est pas que le bilan annuel. On produit tant de mégawattheures, on en consomme tant. Mais pour nous, le but, c'est d'avoir un impact limité sur le réseau, voire un impact positif sur le réseau. Donc, pour nous, un kilowattheure l'hiver à 18h, le 15 février, n'a pas la même valeur qu'un kilowattheure l'été à midi ou au mois d'août. Et c'est ça qu'on a voulu travailler, être en avance de phase. De l'hyperpointe de consommation qui sont toujours un peu critiques, et en particulier en Bretagne. Exactement, et puis adresser toute une palette de services grâce à nos systèmes de stockage. Donc, on a finalisé déjà une première brique de stockage d'1,25 MW et une deuxième qui est en cours de construction, donc sur des batteries neuves qui permettent de faire du service au réseau, de limiter notre impact aussi consommation, parce qu'on a des bancs d'essai qui consomment beaucoup très ponctuellement, mais on a aussi une flotte de véhicules électriques qui s'est bien étoffée au cours de ces dernières années. Et alors, celles et ceux qui nous écoutent doivent se demander, mais et l'hydrogène dans tout ça, vous allez aussi être un peu plus actif encore sur ce vecteur d'énergie? Eh bien, c'est à l'étude. Donc, la V2, on est déjà sur la V2 de l'iFactory, donc une upgrade pour pouvoir justement intégrer ce nouveau vecteur, qui est un vecteur pour nous très prometteur et surtout très complémentaire des autres technologies que l'on a portées jusqu'à présent. Donc, on étudie justement pour intégrer, pour stabiliser sur des périodes plus longues notre équilibre production-demande. Donc, restitution. Stockage et donc restitution, soit à travers une réinjection via une pile combustible, soit pour alimenter de la mobilité hydrogène. C'était l'étude. Alors, je me tourne à nouveau vers vous qui nous suivez à distance. Est-ce qu'il y a des questions? On me dit que non. N'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à poser des questions, ou à réagir, ou à éventuellement aller un petit peu plus loin encore. Vous évoquiez, Laurent Meyer, à l'instant, la croissance de l'entreprise. 70 collaborateurs aujourd'hui, mais je crois que le bâtiment, vous avez vu un peu large pour monter en puissance aussi. Comment ça se passe, les recrutements? C'est facile de trouver des compétences pointues dans les domaines qui sont les vôtres? Facile, c'est pas ce que je dirais. Dont tout le monde parle. Facile, c'est pas ce que je dirais. Je pense qu'on partage tous la même difficulté à attirer des talents. Par contre, on a orienté depuis le début de la création d'Entech en 2016, on a orienté justement, on savait que ce serait une contrainte. Et donc,
on a des valeurs très fortement ancrées côté environnemental, mais pas seulement, aussi social, sociétal. Et pour nous, ça, c'est fondamental. C'est des choses qu'on met en interne. Et c'est ça aussi qui nous permet de recruter plus facilement. Donc, on a bien sûr fait au-delà de l'impact environnemental au bâtiment, il est très accueillant et puis il transpire nos valeurs. Et ça nous permet de… Donc, c'est une invitation que vous nous lancez à tous ceux qui Exactement, nous écoutent, parlez-en aux proches. à aller pousser les portes de la e-Factory. C'est possible, ça? Il n'y a pas du secret défense à tous les étages? On peut quand même aller vous rencontrer? C'est possible de nous rencontrer, donc pas le grand public, mais bien sûr en nous contactant en avance. Et il y aura des événements, notamment dans le cadre de Smile, de visite, de délégation, pour pouvoir justement pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire et puis de montrer ce que plusieurs acteurs bretons peuvent faire ensemble. Donc ça, on le montrera avec fierté. Évidemment, on sera les premiers intéressés pour répondre à votre invitation. Alors, en préparant cet échange, vous m'avez cité un chiffre qui m'a marqué, c'était un x26. x26, c'est l'évolution sur 13 ans, je crois, de la taille du marché du stockage de l'énergie au niveau mondial, c'est bien ça? Tout à fait. C'est selon l'IEA, donc c'est entre 2017 et 2030, la taille du stockage est multipliée par 26. C'est encore plus fulgurant que le développement de l'énergie qu'on a, je pense, tous suivi et qui nous a mené aujourd'hui d'avoir des énergies les moins chères du monde. Mais le stockage, c'est finalement un sous-jacent qui permet de déverrouiller encore plus de projets d'énergie renouvelable et de le rendre vraiment… Vraiment une clé dans ce dispositif, et c'est à partir de celle-ci qu'on peut ensuite déployer des solutions, des usages nouveaux. Mais si le stockage n'est pas là, évidemment, ça marche un peu moins bien. Exactement, donc côté renouvelable, mais aussi côté nouveaux usages. Donc c'est le stockage qui fait ça. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Meyer, pour avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'il y a des… Non, toujours pas de questions. Je suis tout seul avec mes questions. Heureusement, j'en avais prévu quelques-unes. Mais n'hésitez pas derrière vos écrans à venir à ma si besoin pour compléter les découvertes. Merci beaucoup, Laurent. Un grand merci à vous. Je vais maintenant, je regarde l'heure en même temps, oui, on est pas mal dans les temps, inviter notre troisième intervenant à ce webinaire. Il s'agit d'Alain Rocheux, qui est le président de H2Grem, Grem, G-R-E-2-M, qui signifie énergie en breton, si j'ai bien retenu la leçon. Tout à fait, oui. C'est ça. Et vous êtes aussi à Quimper. Décidément, il y a un écosystème tout à fait dynamique sur l'hydrogène et ces nouveaux vecteurs d'énergie. Et alors vous, c'est aussi le secteur de l'habitat résidentiel qui focalise votre énergie, en tout cas vos compétences. Une entreprise absolument récente qui a été créée quelques mois avant le premier confinement, ce qui explique qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de vous jusqu'à présent, août 2019, hein, c'est ça? C'est ça, entreprise. 2019. Et vous êtes une petite équipe de 7 collaborateurs. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Pour l'instant, une équipe purement technique qui nous permet de développer un produit qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché pour alimenter en énergie l'habitat résidentiel. Donc, un système mais pas n'importe quel habitat résidentiel. Hein. Il faut quand même qu'il ait une certaine dimension, une certaine… Alors, il faut qu'il y ait une justification pour justement absorber une facture énergétique. Et parce que tout système de stockage a un coût, forcément. Donc, il faut un rendement, une rentabilité. Voilà, il faut un rendement, il faut un retour sur investissement qu'on planifie dans le dimensionnement du système et qui permet d'atteindre un niveau d'autonomie très élevé, quasiment une autonomie totale, justement en hybridant différentes briques technologiques de production d'énergie et surtout de stockage. Alors, vous venez de prononcer des mots importants dans votre écosystème justement de H2Grem. Vous avez parlé d'hybridation et de briques de systèmes de stockage. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que recouvre cette expression? Alors, mon prédécesseur vous en avez un peu parlé. Donc, il s'agit d'associer différentes technologies de stockage d'énergie pour tirer le meilleur de chacune et au final obtenir le rendement maximum. Les batteries électrochimiques aujourd'hui, lithium ou autres, ont des rendements très élevés, mais des durées de conservation de l'énergie qui sont relativement faibles, ou en tout cas insuffisantes pour couvrir une autonomie à long terme saisonnière pour de l'habitat.
Ça, c'est cette équation-là un peu complexe que vous devez résoudre. Voilà, donc on l'associe avec un stockage sur un vecteur hydrogène que lui, on peut stocker pendant de très longues durées sans avoir de perte. Bien sûr, le rendement de retour à l'électricité par l'hydrogène est plus faible que sur des batteries électrochimiques, mais il a justement l'avantage de pouvoir se conserver de façon quasi indéfinie. Donc, si je vous suis bien, dans votre démonstration, il y a une sorte de compromis à trouver entre la décharge rapide et la puissance immédiate, et puis la délivrance d'une énergie dans la durée, bien régulée. Et exactement. Et c'est pour ça que le deuxième axe de nos développements, en dehors du stockage, c'est l'intelligence de ce genre de système. Donc, le logiciel aussi, évidemment. Le logiciel, voilà. Les algorithmes d'activation de ces différentes briques pour, encore une fois, en tirer le meilleur dans cette hybridation. Vous ne travaillez pas tout seul sur ces sujets. Je crois que vous avez pour caractéristique chez H2Grem d'être très connecté avec d'autres acteurs à l'échelle européenne sur ces sujets. Oui, parce que toutes ces briques dont on parle, on ne les développe pas toutes. On participe avec un certain nombre de sœurs à des développements spécifiques pour nos applications, pour justement travailler et avoir ces briques optimisées pour de l'habitat. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène, c'est vrai, mais surtout pour des très gros systèmes, de très grosses productions. Nous, on se situe un petit peu à l'opposé de dimensionnement sur des petits systèmes. Et donc, ces briques technologiques ne sont aujourd'hui pas vraiment disponibles, en tout cas pas sur étagère, d'où le besoin de travailler avec des acteurs, alors qu'on essaie de trouver au plus proche régionalement, en tout cas au sein de l'Europe, pour pouvoir justement obtenir ce type de système qui soit à la fois fonctionnel et abordable financièrement, parce que c'est la clé du système. Alors, une question un peu provocatrice, et je vous demande de bien vouloir m'en excuser par avance, mais quand on est une toute petite structure comme la vôtre et qu'on adresse un marché a priori complètement international, parce que ce besoin il est universel, comment on arrive justement à peser dans le dialogue avec des acteurs dont j'imagine qu'ils sont beaucoup plus importants que vous en dimension et en puissance financière? Ils ne le sont pas tous déjà. C'est une idée reçue, ça, peut-être. Oui. Il y a beaucoup de l'énergie, de sociétés qui sont alors pas forcément aussi petites que nous, mais qui ne sont pas beaucoup plus grosses, qui sont en développement et donc qui cherchent aussi des débouchés, des nouveaux, des idées différentes pour pouvoir pousser leurs produits aussi. Donc, c'est une question de pouvoir leur démontrer la viabilité de nos solutions et la valeur de co-développement. Les prochaines étapes chez vous, justement, chez H2Grem, quelles sont la feuille de route pour les années qui viennent, allez, 2022-2025? Alors actuellement, on est en phase de prototypage, un système complet dans notre bâtiment à Ederne qui nous sert à valider justement ces briques technologiques. Et d'ici fin d'année, début de la suivante, donc 2022, on va passer une étape de démonstrateur. Donc, on aura un certain nombre de systèmes installés et dimensionnés pour des bâtiments réels en région Bretagne. En région Bretagne. Alors, vous ne pouvez peut-être pas nous dire encore lesquels, mais c'est en cours d'avancement. Oui, les sites sont déjà sélectionnés. On est accompagné par justement la région Bretagne et au travers de fonds européens pour ce déploiement. Il s'agit de bâtiments neufs ou est-ce que vous pouvez plugger vos systèmes sur des Non, bâtiments existants? sur ces démonstrateurs, pour l'instant, on est uniquement sur des bâtiments existants parce que c'est un peu plus facile à gérer. Mais à terme, le système est amené à pouvoir s'intégrer dans du neuf comme dans de la rénovation de l'existant. Et à terme, en termes de commercialisation, notre objectif, c'est de démarrer la commercialisation réellement à partir de la fin 2023. Donc, fin 2023. Oui. Donc, encore un peu sur la communication d'H2Grem d'ici là, et puis une visibilité accrue quand même à partir de l'année prochaine. Oui, c'est-à-dire qu'au travers de nos démonstrateurs, on va pouvoir commencer à communiquer, mais cette phase est importante parce qu'il faut qu'on puisse démontrer la fiabilité, les performances du système sur un temps relativement long, puisqu'on s'attache à apporter de l'autonomie sur un cycle annuel.
Oui, et Donc, puis il la faut pouvoir, saisonnalité, le chauffage, etc., voilà, ça voilà. dépend Donc, évidemment. il faut pouvoir tester ça dans des conditions réelles sur un cycle complet. Ouais, au moins, peut-être même 2, pour avoir un peu de recul. Oui, oui, bien sûr, les démonstrateurs ne sont pas amenés à être démontés après un an, mais à perdurer sur plusieurs années pour continuer justement les développements à partir de ces systèmes. Le principal défi qui est le vôtre aujourd'hui, il est d'ordre technologique ou humain? Est-ce que vous aussi, vous avez vous allez avoir à recruter des compétences très pointues pour accompagner votre développement et comment ça se passe? Alors effectivement, le recrutement, c'est la clé dans ces systèmes en développement. Il faut trouver les personnes motivées et expérimentées, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand on parle d'hydrogène. Un petit peu plus quand on parle de stockage sur batterie électrochimique, mais l'hydrogène est à cela de très particulier, c'est que ce sont des technologies très anciennes. Hein. L'électrolyse, ça date de 1870, 90 par là. 19e, c'est ça, ouais. Donc, on peut dire assez vieux. Mais pour autant, ça n'a jamais été véritablement développé, utilisé, parce qu'il y avait voilà. Il y avait d'autres faits et il y a eu entre guillemets, quelques choix technologiques de sociétés qui ont été faits. Donc aujourd'hui, il y a peu de gens qui ont de l'expérience sur l'hydrogène, et en particulier sur l'hydrogène renouvelable. Il y a des filières de formation qui commencent à apparaître. Il y a quelques filières de formation qui commencent, oui, à apparaître, notamment en Bretagne, avec l'UBS à Lorient, qui met en place une filière avec une connotation hydrogène. Au niveau IUT et au niveau école d'ingénieur également. Donc, on va leur laisser les quelques années de formation, mais on peut dire que dans 3-4 ans, ces jeunes formés seront des candidats potentiellement intéressants pour vous. Absolument, oui. Alors, je me retourne vers vous, derrière vos écrans, et je pense que là, maintenant, on a à peu près encore un quart d'heure pour échanger ensemble. Peut-être faire revenir nos deux autres premiers témoins et puis engager avec eux un dialogue et pourquoi pas répondre à vos questions. Toujours pas de questions, me fait ton signe en coulisses, mais je suis persuadé que dans les 10 minutes qui viennent, des questions vont arriver. Effectivement, et peut-être que Philippe Desrobert, qui a introduit ce webinaire, pourrait revenir aussi avec nous pour nous éclairer un petit peu plus justement sur ce qu'on vient d'entendre et resituer ça par rapport à travaux qu'il a évoqués dans sa présentation introductive, cette fameuse cartographie à la fois des compétences et puis des projets qui sont intéressants. Donc les 3 projets, Philippe, que nous venons de découvrir, évidemment, ils sont en bonne place, ils figurent en bonne place sur la cartographie de BDI. Oui, merci Xavier. En fait, si je vous dis que je travaille sur un portefeuille de 170 projets, ouais. Mais qui sont à des degrés de maturité totalement différents. Je pense qu'il y en a à peu près la moitié qu'on ne verra jamais, peut-être même arriver au bout. Des projets qui peuvent être de longue haleine. Hein. Chacun des acteurs que l'on a là travaille sur ces sujets depuis longtemps. Il y a un amorçage qui est forcément un petit peu long, puisque évidemment, il n'y a pas forcément non plus les modèles économiques qui vont bien encore aujourd'hui avec tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais ça s'accélère quand même. Hein, mais ça s'accélère. On n'a jamais autant parlé d'hydrogène que depuis moi, 18 mois. Ouais, ça fait 20 ans que j'anime des filières innovantes, et notamment dans le monde de l'énergie. L'accélération mondiale qu'on a sur l'hydrogène, on ne l'a jamais vue ailleurs. Voilà, très clairement. Et c'est mondial, c'est un basculement d'investissement. Donc si je reviens sur les projets, plein de projets. Je veux dire, est-ce qu'on en a plus que dans d'autres régions? Je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a une perte de concurrence ou de compétition régionale, non, pas vraiment. À dire je suis le premier. En fait, pas vraiment, puisque la plupart, la moitié des régions françaises sont dotées de leur feuille de route hydrogène. Certaines sont bien avancées, d'autres sont des régions beaucoup plus industrielles que les nôtres. Donc évidemment, ça peut avancer plus vite. Mais on n'a pas à rougir de ce qui se passe sur le terrain. Je crois historiquement qui est assez fort en matière de recherche. Belfort, la Normandie, la région Île-de-France. À Nantes, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses aussi. Nous, effectivement, comme on colle vraiment au terrain, et le terrain il n'est pas très grand, on le colle, on le connaît parfaitement. Donc, de ces projets-là, effectivement, on en accueille. Moi, j'en accompagne une bonne 50aine. On en a 17 sur lesquels on peut communiquer aujourd'hui pour 2 raisons. Un, on a des projets très avancés, mais sur lesquels les porteurs ne veulent pas communiquer.
c'est eux les patrons, très clairement. Et après, il y a d'autres projets qui avancent, qu'on accompagne beaucoup, ouais, d'autres acteurs, mais qui ne sont pas encore prêts à passer en communication. Et Les ça, trois vous allez le témoignages, voir. justement, qu'on vient Ouais. d'entendre, de ce point de vue-là, ils sont assez représentatifs, je pense, de ce Oui, que vous complètement. accompagnez, hein, en Complètement. termes de maturité, Ouais. d'accès au marché, comme on Ouais. dit. On a les écosystèmes présentés par H2X, donc c'est prioritaire sur la région. On a des démonstrateurs, des premiers de série avec H2Grem, et c'est vraiment représentatif de ce que l'on peut trouver sur le territoire. On a des pendants dans l'agriculture. Et puis après, on a des entreprises comme Entech qui ont des compétences un peu généralistes, mais toujours à la pointe de l'innovation pour accompagner et développer, et totalement partie prenante de la plupart des projets innovants qu'on a dans l'hydrogène. On a un bel exemple. Dans le deuxième webinaire, mais le 6 octobre, on y reviendra, on va creuser d'autres thématiques qui sont le maritime et la construction de bateaux. Et là, pour le coup, on va se la jouer un tout petit peu moins modeste en Bretagne, puisque la construction de bateaux hydrogène, c'est déjà deux qui font du monde, un troisième qui est en essai, et on a au moins une quinzaine de projets de bateaux d'ici 2030, dont peut-être au moins 7, 8, 9 pourraient voir le jour vraiment et flotter d'ici et naviguer d'ici 2030. Donc oui, on a quelques particularités. Après, on a une autre particularité, c'est qu'on n'est pas une grande région industrielle. Donc, on n'a pas de grands usages massifs de décarbonation, de raffinerie, de cimenterie. Voilà. Mais par contre, on connaît bien notre écosystème, donc on sait où aller chercher les usages et on connaît un peu nos partenaires. Donc, voilà. Donc on a, pour répondre à ta question, Xavier, on a une belle représentation là aujourd'hui avec 3 de nos entreprises, mais sur un écosystème beaucoup plus riche. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On me dit que oui, non, pas encore. Pas de fumée blanche, mais je ne désespère pas d'en accueillir avant la fin de ce webinaire. J'avais encore, moi, une interrogation, et peut-être que c'est une question qu'on pourrait poser à nos 3 panélistes entrepreneurs qui sont au cœur de ce sujet, parce que c'est quelque chose qui a été dit tout au long des trois exemples, c'est ce lien au territoire, aussi à cette logique, même si ça n'a pas été exprimé de cette manière-là, je l'entendais un peu en filigrane, de partenariat public-privé, de soutien de la région, l'accompagnement des collectivités. Ça a été dit pour l'exemple de Redon, hein, qui est un parfait exemple de ce domaine-là. C'est aussi une marque de fabrique particulière de la manière dont on travaille ces questions-là ici en Bretagne? Moi, je pense qu'il y a d'autres régions qui le font. Ouais. Mais quand on parle d'écosystème et qu'on parle de la production d'énergie renouvelable, d'hydrogène renouvelable, sa distribution, son transport et l'ensemble des usages, évidemment, ça fait appel à du public et du privé. On a plusieurs entreprises, on a plusieurs projets. Hein, donc celui dont on va parler bientôt en Bretagne, ça va être l'inauguration de la station à côté de l'usine Michelin à Vannes. Et bien, on est typiquement dans ce que tu dis, c'est-à-dire une société d'économie mixte où on va retrouver la région, des banques, la Banque des Territoires, Morbihan Énergie et puis Engie. On peut déjà prendre date pour cet événement? La date est connue ou pas encore? Non, ça va être avant la fin de l'année. Il y a un petit peu de retard avec le Covid. Les travaux ont du retard. On met beaucoup de choses sur le dos du Covid, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a un problème d'appro. Donc, on pensait que ça serait novembre, ça sera plutôt peut-être décembre ou début janvier. Voilà, il y aura toute la com qui va bien. Et là, encore une fois, c'est une société d'économie mixte qui permet de régler en fait l'équation, hein, très clairement. Et on le retrouve dans d'autres projets. On le retrouve évidemment avec le projet Move à Redon. Mais après, on a aussi des projets qui sont purement puissance publique. Exemple, ce qui se passe à Lorient et la construction des bateaux Transrad hydrogène, ou des projets qui sont purement privés, comme H2Grem par exemple, mais qui a su aussi trouver et aller chercher des financements auprès de la région Bretagne pour développer ces 10 démonstrateurs dans les 18 mois à venir. Justement, peut-être un mot là-dessus, sur ces financements. J'évoquais rapidement le plan des 7 milliards d'euros qui a largement défrayé la chronique en faveur du plan français, en faveur de l'hydrogène au début de l'année. Est-ce qu'on peut avoir une granulométrie régionale, savoir ce que ça va, les retombées attendues sur un territoire comme la Bretagne de ce plan, ou est-ce que c'est peut-être une question mal posée ou difficilement mesurable? C'est une très bonne question, Xavier. On va essayer effectivement de tirer notre épingle du jeu des grands appels à projets nationaux.
notamment gérés par l'ADEME. Ce n'est pas si simple, puisque l'objectif de l'État et de l'ADEME est de pacifier la décarbonation de l'industrie. Or, on n'a pas de très grosses industries en Bretagne. Donc, c'est un petit handicap. Donc, effectivement, nous, on va jouer sur la carte des écosystèmes, mais ils sont forcément un petit peu plus petits ici, même s'ils sont pour le coup très, très complets par rapport à d'autres écosystèmes en France. Ils sont plus petits. Donc, on espère juste qu'on ne passera pas trop à côté, évidemment, des grands financements nationaux. On a aussi les appels à projets européens sur lesquels on est un peu armé. Donc, Alain Rocheux pour H2Grem développe déjà des collaborations. H2X également déjà à l'international. Donc, voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on va accompagner nos acteurs, évidemment. C'est pas évident, hein, les financements, c'est pas évident. C'est pour ça qu'au niveau de la région Bretagne, on a les lignes FEDER, donc les financements européens qui permettent d'accompagner nos propres projets qu'on a sur le territoire. Donc, on va suivre ça effectivement avec. Et je peux peut-être rappeler au passage, mais Laurent Meyer pour Entech l'a dit tout à l'heure, que le bâtiment, le superbe bâtiment démonstrateur de Quimper, il a été accompagné notamment aussi par la région en financement et par la société d'économie mixte, la CM-Braise, au niveau du montage du projet en termes d'approche immobilière. Donc voilà, la région Bretagne sait faire, très clairement. Peut-être pour conclure, je me tourne une dernière fois vers vous, chers confrères et consoeurs, si vous avez des questions. Vraiment, c'est le moment parce qu'après, il sera trop tard. Ça sera jamais trop tard parce que vous avez la possibilité de contacter directement les intervenants dont les coordonnées vous ont certainement été transmises. Vous pourrez aller plus loin. Peut-être en guise de conclusion un peu prospective, et là, je me retourne vers nos trois entrepreneurs. La priorité pour vous, justement, pour que cette transition énergétique, ce vecteur d'énergie hydrogène devienne en Bretagne une réalité, pas simplement des travaux de laboratoire. Est-ce qu'il y a des attentes particulières au regard des activités spécifiques industrielles qui sont les vôtres que vous aimeriez voir se concrétiser dans les mois qui viennent? On n'a pas préparé la question, mais j'avais envie de terminer là-dessus. Qui veut répondre? Alain Rocheux, Laurent Meyer, Loïc Perrin. Allez, Laurent. Je verrai plusieurs choses. Donc, bien sûr, il faut amorcer la pompe, donc il faut financer des projets. Enfin, il y a clairement le financement des projets est un des verrous qu'il peut y avoir. Et en deuxième conséquence, on espère conséquence immédiate, mais il y a clairement un frein sur les recrutements. Donc, c'est aussi la formation. La formation, il y a des choses qui avancent, mais ce sera clairement un des facteurs limitants si ce n'est pas proprement traité de la transition énergétique, hein, donc, y compris pour l'hydrogène. Ce n'est pas finalement les financements qui vont poser problème, mais plutôt la matière grise mobilisable pour transformer cet argent en projet. Une fois que la pompe est amorcée, oui. Ouais. Ouais. Il faut déjà amorcer la pompe. Voilà, ça, je sais que vous êtes en train d'y travailler. On en saura plus demain. Un peu de teasing. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Alain Rocheux ou Loïc Perrin, vous voulez compléter en guise de conclusion? Ce que je vais ajouter par rapport à ce que disait Laurent. C'est Alain Rocheux qui parle, je le précise, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vous lever et aller derrière la petite caméra. Là, ça sera peut-être aussi sympa pour ceux qui nous suivent. Voilà, j'aurais dû vous proposer ça, Laurent. Je suis désolé. Voilà, donc, ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de ce que disait Laurent tout de suite, moi, je crois beaucoup à la coopération. Et c'est vrai qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup de développement et on cherche tous à être sur le marché et puis à ce que nos entreprises fonctionnent bien et se développent. Mais on fait la même chose, des choses très semblables. Et je pense qu'il y a beaucoup à trouver dans des coopérations possibles entre, on reste des petites ou des très petites, dans notre cas des micro. Je vous ai vu d'ailleurs tous les trois discuter avant que le webinaire ne commence. Vous vous connaissiez déjà les uns et les autres? Vous aviez on ne s'était jamais rencontrés. Ah ben voilà, on se connaissait sans se connaître. Je connaissais les noms des entreprises, mais les personnes... non, ou d'autres chez Entech ou chez H2X, mais pas les présents aujourd'hui. Voilà, donc la coopération, c'est important pour vous. Hein. C'est un je pense qu'il y a surtout, comme disait Philippe, dans un environnement ici en Bretagne où on a relativement peu de grosses industries, pouvoir coopérer entre petites entreprises, petites industries, peut justement pallier à ce manque de ressources aussi. Et faire avancer chacun un peu plus vite.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Allez, le dernier mot, ça sera avec Loïc Perrin qui va peut-être, s'il le veut bien, se prêter à l'exercice. Vos souhaits, vos attentes, les priorités qui s'imposent pour vous. Vous avez quand même tracé des pistes intéressantes. Hein. L'élargissement de passage à une échelle plus vaste territoriale avec les combien? Les 13 EPCI? 13 EPCI. Les 13 Ouais. EPCI. Nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que, étant donné la manne financière publique qui est mise sur la table, ce qui serait bien, c'est que ça bénéficie aussi à la réindustrialisation, en quelque sorte, Des territoires. des territoires et recréer des usines pour produire nos propres équipements. Mais des usines sans fumée. Sans fumée, mais pour développer les écosystèmes à base d'hydrogène. Ouais. Parce qu'actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, par exemple, si on part sur la production, les électrolyseurs ne sont pas français. Ce qui est quand même dommage de subventionner des équipements qui viennent d'un pays On a connu ça avec les panneaux photovoltaïques. Oui, mais justement, là, c'est peut-être l'occasion de de faire différemment. Ouais, exactement. Donc ça, c'est votre message. Vous serez attentif à cette réindustrialisation et vous permettrez sans doute d'y contribuer à votre mesure. Nous, c'est l'objectif d'H2X, hein, de recréer des équipements sur les territoires. Eh bien voilà, on en prend bonne note. Merci beaucoup pour ces éléments. On arrive vraiment au terme. Il est 11h59, c'est la fin de ce webinaire. Il n'y a vraiment pas de questions, vraiment pas. Alors, je vais vous remercier tout de même de votre attention derrière l'écran et vous donner rendez-vous le 6 octobre prochain à la même heure, 11h. On se retrouvera, non, c'est plus tôt ? C'est 10h. Ah ben voilà, oui, il faudra qu'on mette nos réveils à l'heure. C'est 10h et c'est le thème, vous le savez, il a été annoncé par Philippe Desrobert. On parlera de transport maritime et d'énergie marine. Donc, ça, avec évidemment l'hydrogène renouvelable au cœur de ces nouveaux sujets. Et puis, bien entendu, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a le fameux salon rendez-vous Evolution ou Evolution, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. On dit Evolution, c'est le 27 et 28 octobre. Et puis la session à laquelle vous venez d'assister a été évidemment enregistrée. Elle sera très prochainement disponible. Il suffira pour cela de la demander en replay à Christelle Guy, qui est votre contact chez BDI. Voilà, vous savez tout. Merci de votre attention. Bonne fin de journée, suite d'après-midi. Et à la semaine prochaine pour celles et ceux qui sont intéressés par ces sujets passionnants. À bientôt.